Et pour débattre de tous ces sujets passionnants, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Dard. Bonjour Guillaume, vous êtes président de Montpensier, Arbevel. Gilbert Sett, professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailleurs, oui, mais pauvres, aux éditions de Book. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Combe, professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Et cette 17e édition du précis d'économie d'Emmanuel Combe, que tous les étudiants en éco connaissent bien. J'espère. En France et en Navarre. Des politiques hors sol, je le disais en introduction. Guillaume Dard, c'est un peu l'impression qu'on a au vu des débats en ce moment. Oui, quand j'ai entendu votre éditorial, je dois dire qu'il est navrant. Alors, est-ce qu'il est lucide ? Il est en tout cas navrant. On peut en débattre. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi on se retrouve là. Alors, est-ce que c'est un refus complet du réel des Français ? Est-ce que c'est une psyché marxiste pas du tout refoulée dans l'inconscient collectif des Français ? Ou troisièmement, est-ce que c'est un énorme défaut d'éducation financière et économique ? Et même si on a des professeurs très brillants qui ont beaucoup d'élèves, il faudrait probablement imposer BFM Business à l'école. Ça, c'est une très bonne mesure. Première réforme. Écoutez les experts tous les jours de 10h à 11h sur BFM Business. On marche sur la tête. C'est-à-dire que on le comprend un peu. La France, c'était un pays qui a été le plus grand pays d'Europe, un des plus grands pays du monde, qui avait grosso modo une autonomie sur énormément de sujets, même si elle manquait un peu de charbon par rapport à ses voisins européens. Mais la France, qui invente l'automobile, avec les Allemands quand même, il ne faut pas exagérer, qui est un des premiers pays industriels, en tout cas d'Europe, a perdu complètement le sens du combat et voudrait qu'on revienne en arrière dans une époque dorée qui n'a jamais existé. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 50 ans, dans les provinces françaises, dans le sud-ouest, en tout cas, je me souviens, les gens avaient encore des maisons où c'était en terre battue par terre. Donc, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le téléphone en 73. On a un refus du progrès. On a deux professeurs d'économie autour de cette table. On va en profiter, c'est la rentrée universitaire. C'est quoi le problème ? C'est nos élites qui sont déconnectées ou c'est le manque de culture économique Alors déjà, il n'y a jamais une seule cause. Le réel est complexe. Si le réel est complexe, il faut que les réponses soient aussi complexes. Mais parmi les causes, et là je rejoins Guillaume, et je crois que c'était une chronique ce matin de Jean Peyrelevade dans Les Échos, la culture économique. C'est un des sujets. Alors, absence de culture économique, d'abord, il y a peu de culture économique dans l'enseignement secondaire. On l'a rendu obligatoire. Quand j'étais au cabinet ministériel avec Luc Châtel, c'est nous qui avons rendu obligatoire l'enseignement, l'initiation à l'économie en classe de seconde. Mais au-delà du quantum horaire, il y a aussi cette idée que l'économie, moi je pense qu'il faudrait, dans un monde un peu idéal, que tous les Français aient tout simplement des notions basiques. Hors de tout, je dirais, débat théorique. On peut dire que l'économie, ça n'existe pas, il y a le libéralisme, le marxisme. Mais attendez, un taux d'épargne, c'est un taux d'épargne. Au bout d'un moment, avoir des métriques, avoir des chiffres en tête. Qu'est-ce que c'est que le PIB ? Qu'est-ce que c'est que la croissance économique ? Je pense que ça permettrait, et Gilbert va y revenir sans doute, de mieux comprendre le problème de la France. Le problème principal de la France, c'est un problème de productivité et de quantité d'emplois. Vous voyez, si on avait des cours très simples, on expliquait presque aux enfants, et ça, c'est pas marxiste, c'est pas libéral, c'est pas keynésien, c'est quand même de l'économie de base. Que finalement, ce qui dicte la richesse d'un pays, c'est la capacité à produire, et que la capacité à produire, c'est simple, c'est du capital, du travail et de l'efficacité. Quand on mélange les deux, ça s'appelle de la productivité. Je pense que déjà, on aurait un petit peu élevé le niveau du débat. Donc je rejoins Guillaume, il n'y a pas une seule cause, mais parmi les causes, je pense qu'il y en a une qui est assez importante, c'est l'absence ou le manque de culture économique entendue au sens... Moi je ne suis pas sur le discours, c'est de la culture marxiste, je pense que ça c'est dépassé. Quand vous regardez les professeurs de SES, ils font bien leur travail. C'est simplement qu'il y a peu de culture, je dirais, des faits, des indicateurs, des choses très basiques. Et c'est de cela dont les Français ont besoin. Et puis un second point, et j'en aurais terminé, je pense qu'aussi, et ça c'est pas de l'économie, on a une véritable passion en France pour l'égalitarisme. C'est-à-dire, finalement, cette passion pour l'égalité va contre l'efficacité. On est prêt à sacrifier de la croissance économique au nom du fait que tout le monde doit avoir à peu près la même chose. Et ça, c'est pas de la culture économiques, c'est une manière de voir le monde. Bon, tous égaux dans la pauvreté, alors, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par les deux précédents intervenants. Les difficultés de compréhension ou le manque de compréhension, de connaissances économiques aboutit à des confusions incroyables dans le débat public. Et la principale confusion aujourd'hui est celle de l'élaboration du diagnostic sur notre situation budgétaire, sur la situation de nos finances publiques. Nos finances publiques vont mal,
parce que, effectivement, on est un pays pauvre parmi les pays riches. La France est un pays pauvre parmi les pays riches. Quand on compare le produit intérieur brut par habitant de la France à celui des Pays-Bas, de l'Allemagne, des pays nordiques et scandinaves, etc., le produit intérieur brut par habitant de ces pays-là est supérieur de 20 à 30% à celui de la France. On date de quand cette dégradation? C'est vrai qu'on compare souvent avec les États-Unis, mais il y a un effet euro-dollar qui joue très souvent. Non, mais le décrochage date des années 90. Et ce qui est absolument terrible, c'est que, évidemment, c'est ça qui nous amène à avoir des difficultés à financer nos dépenses publiques, nos dépenses sociales, etc. Pour donner un chiffre, les dépenses sociales, 32% du PIB. C'est le niveau le plus élevé de tous les pays européens. Et la moitié des dépenses publiques, du budget global. Si nous avions le produit intérieur brut par habitant de l'Allemagne, et encore mieux des Pays-Bas, ça serait 25 à 27% du PIB. On serait tout à fait comparable aux autres pays. La question de la soutenabilité des finances publiques se pose en premier lieu le problème, la question de notre développement. Donc la priorité des priorités pour rendre soutenables nos ambitions de dépenses sociales, nos ambitions de dépenses d'éducation. C'est augmenter la production. C'est augmenter la production. Créer de la richesse. Et pour ça, la première recette est assez simple sur le principe, complexe après dans sa mise en œuvre. Oui. C'est évidemment d'augmenter la quantité de travail et les taux d'emploi. Nous sommes très bas en termes de taux d'emploi. On va y revenir, Manuel Combe. Mais ce que dit Gilbert est super important parce que je ne comprends pas que la gauche, on va dire la gauche du gouvernement, ne s'empare pas de ce thème. Pourquoi ? Parce qu'au fond, un des thèmes de la gauche, c'est la préférence pour la dépense publique. Et je pense qu'ils ont raison, les Français aiment la dépense publique. Oui, je suis plutôt libéral, mais je crois qu'on ne les changera pas. Les Français aiment la dépense publique. Mais ce n'est pas un problème, la dépense publique, si vous avez des recettes. Absolument. Donc au contraire, il pourrait y avoir un discours très porteur qui est de dire, vous voulez de la dépense publique forte, mais à ce moment-là, ayez en face les recettes, et les recettes, c'est pas taxer les riches, c'est augmenter la taille du gâteau. Une France plus riche, c'est mécaniquement des recettes plus fortes, et si vous avez des recettes plus fortes, vous avez des dépenses, en effet, qui sont soutenables. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on pourrait réconcilier la préférence des Français pour la dépense publique avec le fait qu'on n'ait pas de déficit budgétaire. L'un n'implique pas l'autre. C'est pour ça que c'est un peu des faux débats, qui est de dire il faut baisser la dépense publique. Non, il faut produire plus. Mais le débat, il est écrasé par le thème de la fiscalité. Je vais vous passer la parole, Guillaume Dard. Je voudrais juste qu'on écoute ce matin Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, qui était interrogé sur la taxe Zuckman qui écrase les ondes. Voilà ce qu'il en pense, Nicolas Dufourcq. Voilà les bras m'en tombent. Qu'est-ce que je vous dis ? Très bien, d'accord, ils vont tous payer en papier leurs 2%. Et donc, qui va gérer ce papier ? C'est moi. C'est la BPI, pas de problème. Donc demain, j'aurai 2% du capital d'LVMH, après-demain 4%, après-demain 6%, puis dans 10 ans, j'aurai 20% du capital d'LVMH, 20% du capital de Pinot Printemps Redoute, 20% du capital de Free. Mais c'est délirant. C'est communiste en réalité. Et donc, mais d'où ça sort ? Comment est-ce qu'on peut encore sortir des énormités comme ça en France ? C'est une énormité, la taxe Zuckman, Guillaume Dard. C'est une énormité, mais c'est pour ça que je rajoute, après la bonne démonstration de mes deux collègues, que quand même, il y a un problème dans la psyché française sur l'égalitarisme. Et je suis en train de lire un livre incroyable qui sont les dépêches des ambassadeurs de Venise à la Cour de France de 1785 à 1795. Alors après, finalement, il n'y a plus de Venise, d'ailleurs. Et parce que c'est Napoléon va détruire Venise, une république qui avait 800 ans. Il y a, et j'en suis à 88, et d'ailleurs, on avait fait faillite dès 88, où la dette française était tombée de 50%, et il y avait une opposition incroyable du même style entre la nécessité de réduire les dépenses et la nécessité d'en faire davantage en termes de commerce. Et il y a eu un blocage sur ceux qui refusaient, la taxe était plutôt sur l'immobilier, et tous les gens qui vivaient des pensions. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, et on le sait, et Gilbert l'a introduit en disant après il faut exécuter, c'est qu'il y a un refus absolu de tous les Français de toute époque de refuser au moindre avantage acquis. Ce qui est fait, et on ne peut plus augmenter. Donc après, il faut être dans la pensée magique et faire de la taxe Zuckman et ruiner définitivement le pays, mais c'est peut-être mieux pour certains. Non, ce que vous nous dites, c'est que c'est ancré très profondément dans la psyché française et la culture française. Le bon discours politique, me semble-t-il, audible, c'est de dire nous n'allons pas toucher aux dépenses publiques, mais nous allons avoir plus de recettes car nous produisons plus. Après, il y a un refus du travail aussi.
On est d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut trouver quand même la variable d'ajustement qui est la quantité de travail et les gains de productivité. Enfin, il n'y a pas... On est dans les experts aussi. Je vous passe la parole, Gilles Bassette, pour essayer de ramener le discours dans le réel, l'ancrer dans le réel. Ce qu'on entend de partout, c'est qu'il y a de l'injustice fiscale. Les bandeaux sur les chaînes d'information en continu, c'est « faut-il taxer les milliardaires ?» Est-ce qu'on est dans un pays où les milliardaires échappent à l'impôt, Gilles Bassette ? Juste un premier point quand même. Dans le débat public, ce qui est regrettable, c'est ce qui vient d'être dit, mais faut le répéter en d'autres termes, c'est cette confusion entre les problématiques de taille du gâteau et de partage du gâteau. C'est-à-dire l'idée qu'on peut répondre à toutes les difficultés de finances publiques en changeant le partage du gâteau et non en augmentant la taille du gâteau, c'est-à-dire la taille du produit intérieur brut. Le problème, c'est que quand on change le partage du gâteau, ça a des conséquences néfastes sur la taille du gâteau, en général. Et ça a été bien montré, c'est bien documenté dans la littérature économique. Donc, on répond à un problème de finances publiques en modifiant le partage du gâteau, ce qui réduit la taille du gâteau et ce qui renforce à terme les difficultés économiques. Alors néanmoins... Est-ce que la dynamique inverse existe aussi ? C'est-à-dire qu'on fait grossir la taille du gâteau, on produit plus, on crée de la valeur, le PIB croît et on peut du coup peut-être plus facilement, à l'inverse aussi, réorganiser la répartition. Mais encore une fois, je pose la question, est-ce que la répartition est inégale en France ? Alors, néanmoins, il faut être conscient qu'augmenter la taille du gâteau, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est quelque chose de lent, de progressif. Il faut saluer d'ailleurs la réussite de politiques qui ont été engagées sur les 10 dernières années. Le taux d'emploi a considérablement augmenté en France, même si on est encore très loin. De combien ? Écoutez, il a augmenté de 5 à 6 points, mais on est encore très bas. Le taux d'emploi de la population de 15 à 64 ans en France est de 69%, quand il est de 82% par exemple aux Pays-Bas. 82% aux Pays-Bas. Et près de 80% en Allemagne. Voilà, donc c'est possible. Et si on arrivait, dans un grand pays, du jour au lendemain, mais ça n'est pas possible, c'est progressif, avoir le taux d'emploi des Pays-Bas du jour au lendemain, même en supposant que les nouvelles personnes en emploi seraient moitié moins productives que les personnes déjà en emploi, parce qu'elles sont en temps partiel, parce qu'elles sont moins qualifiées, etc., etc., on aurait un produit intérieur brut de 10% plus élevé, et compte tenu du taux de prélèvement obligatoire que vous avez rappelé tout à l'heure, quasiment 50%. Une recette publique de 130 milliards. Donc on règle le déficit. C'est le montant du déficit. Mais simplement, c'est une solution à moyen terme. Là, il faut aussi une solution à court terme. Il y a une urgence. Et la solution à court terme, malgré tout, ça doit se faire avec, hélas, un peu moins de dépenses, certaines dépenses, et peut-être un petit peu plus transitoirement de taxation. Néanmoins, le moins de dépenses doit être choisi, ciblé sur des dépenses qui seront totalement compatibles, cohérentes avec l'idée d'augmenter la taille du gâteau et de développer l'offre. Par exemple, l'indemnisation chômage, dont on connaît les effets favorables sur les efforts de recherche d'emploi des personnes sans emploi, etc. La réforme du RSA, ce type de réforme, c'est des économies, mais c'est aussi des économies qui permettent d'augmenter la taille du gâteau. Est-ce que dans le contexte politique qu'on connaît actuellement, où il faut faire des sacrifices à droite, des sacrifices à gauche pour essayer de faire cohabiter tout le monde, est-ce qu'un gouvernement de coalition, Emmanuel Combe, est la bonne méthode pour réaliser ces efforts? La réponse est clairement non. Compliqué. Je vais bien sûr répondre à votre question, mais simplement un mot par rapport à ce que disait Gilbert. En fait, vous pouvez pas, vous pourrez pas échapper à une hausse de la fiscalité. Ça semble acquis, hein. Je lisais ce matin Le Parisien, 80% des Français estiment qu'il y a un problème d'inégalité. Je ne dis pas que je le fais mien. C'est un sondage au bout d'un moment, commandé par le Parti socialiste. Comme les histoires de les Français veulent de l'égalitarisme, on peut dire c'est pas bien. La France est la France, et la France n'est pas l'Allemagne. Donc de toute façon, on ne va pas y échapper. La question, c'est comment on y échappe, comme le disait Gilbert, à moindre coût pour l'économie. Oui. Donc on va aller sur un truc symbolique. Alors pour répondre à votre question, ce que montre la littérature économique, il y a une énorme littérature anglo-saxonne, faite, d'ailleurs c'est assez amusant, par des Italiens, qui ont émigré aux États-Unis, Alesina, Perotti, Tabellini, une véritable école qu'on appelle l'économie politique de la dette publique. Et ils essaient d'expliquer pourquoi il y a des pays qui sont plus endettés que d'autres. Et une des analyses, c'est pas la seule, qui explique qu'il est très difficile en fait de faire de la rigueur budgétaire, c'est justement les gouvernements de coalition. Donc les gouvernements de coalition sont très peu propices. Alors pourquoi ? Alors peut-être avant de dire pourquoi, d'abord est-ce que c'est un gouvernement de coalition ? Je suis même pas sûr que ce soit un gouvernement de coalition, parce qu'un gouvernement de coalition, il y a un programme
commun. Là, c'est simplement des partis qui tentent de trouver une majorité pour échapper à la censure. Alors pourquoi ça ne devrait pas marcher? J'en suis désolé, mais c'est ce que dit la littérature économique. Ça ne devrait pas marcher d'abord parce que quand vous avez des coalitions avec des intérêts différents, politiques, chacun représentant des électeurs différents, eh bien chacun va être dans une posture très dure. On le voit aujourd'hui avec le PS. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on appelle en économie la guerre d'usure. Chacun va tenir sa position. On est en plein dedans, là. Hein. Ah ben on est dedans, en demandant le maximum. Et bien sûr, celui qui a perdu, c'est celui qui cède. Donc ça veut dire que la guerre d'usure n'est pas propice à l'ajustement budgétaire. Il y a un deuxième sujet. N'oubliez pas qu'il y a une élection présidentielle dans 2 ans, avec une incertitude sur qui sortira des urnes. Alors la littérature économique vous montre que faire de la dette, ou en tout cas faire moins de rigueur budgétaire, c'est un petit avantage. C'est que vous laissez aux successeurs un fardeau encore plus lourd. Donc vous contraignez en réalité sa marge de manœuvre. Et ce que montre la littérature, c'est que plus vous avez d'incertitudes sur l'issue de l'élection, bien malin celui qui est capable de nous dire qui gagnera en 2027, et on peut même imaginer, je ne le souhaite pas, mais un extrême, gauche ou extrême droite, eh bien vous avez intérêt, si vous êtes sûr de ne pas gagner, de faire du déficit budgétaire. Puis, y compris quand on ne se représente pas, vous êtes en train de nous dire quand même gentiment que ça pourrait être une stratégie mise en place par les pouvoirs publics pour laisser un fardeau ingérable pour la suite. C'est les faits économiques. Juste un dernier point, et la troisième facteur, c'est dans un gouvernement de coalition, il faut satisfaire tout le monde, il y a beaucoup de ministres en général, et plus vous avez des portefeuilles larges, plus chacun fait le moins d'efforts possible en espérant que les autres les fassent à leur place. Moralité... c'est très bien décrit. Et au fond, c'est le problème de la démocratie depuis toujours, depuis la démocratie grecque, depuis la République romaine. C'est-à-dire qu'il faut faire plaisir au plus grand nombre et la tentation des élus est naturellement d'aller vers une solution démagogique. Et Montesquieu l'a bien raconté, quand vous avez une ultra-démagogie, vous passez ensuite dans une phase despotique. Alors je ne sais pas s'il y a un plan extrêmement cynique pour nous envoyer dans un système despotique. La deuxième, et ce problème des démocraties, au fond, on ne l'a pas qu'en France. Si vous regardez la situation de nos voisins britanniques, ils sont dans une situation presque aussi abominable que la nôtre. Alors, et d'ailleurs, même leur banque centrale ne les aide pas beaucoup, puisqu'elle vend les obligations d'État. Les obligations d'État anglaises britanniques, sont 1% au-dessus des obligations françaises. Et il y a justement le même débat sur les impôts qui a été imposé par la majorité travailliste et qui provoque justement, on le voit l'exode. D'ailleurs, c'est intéressant, il n'y a pas besoin de dire est-ce qu'il y en aura si on monte les impôts. Il suffit de voir ce qui se passe à Londres où ça se vide. 4000 entrepreneurs ont quitté Londres. Et ils ont augmenté leurs impôts sur les plus-values, etc. Et ils ont moins de rentrées. Comme vous le disiez, Raphaël, quand on avait mis en place le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, on a baissé le taux, on a eu plus de rentrées pour l'État. Donc la démonstration là, puis le troisième grande démocratie qui a des problèmes bien évidents, ce sont les États-Unis. Alors la seule chose, c'est que ce sont les maîtres du monde et que donc ils ont décidé de faire payer leur déficit par des taxes à l'importation, comme ça existait dans les pays coloniaux d'autrefois. Mais toutes les démocraties sont face au problème du financement du modèle social. Simplement, comme le dit Gilbert, en France, c'est accru par le fait qu'on ne travaille pas assez. Et le sujet des retraites, qui est l'éléphant au milieu de la pièce quand même, c'est 1 euro sur 4 d'argent public en France, les retraites. Le sujet aujourd'hui à Matignon, ça va être de geler la réforme de 2023. Ça va peut-être être une discussion, mais oui, prenons cet exemple des retraites. 14% du produit intérieur brut. Peu de pays en Europe ont un niveau de dépenses de retraite supérieur au nôtre. C'est quoi la moyenne européenne? On est combien de points au-dessus de la moyenne européenne? Les pays sont généralement les pays comparables, à 11-12%. Nous, on est à... C'est donc près de 100 milliards d'écart quand même. Un bon 2 points de PIB au-dessus. Néanmoins, encore une fois, si nous avions le produit intérieur brut par habitant de l'Allemagne ou des Pays-Bas, ça serait 11% du PIB. 11% du PIB. Le problème, c'est que nous avons des dépenses de retraite d'un pays très riche, alors que nous ne sommes pas un pays très riche. Et les réponses à ça, c'est soit de diminuer les dépenses de retraite, les mettre à notre niveau de richesse, soit au contraire, essayer de mettre notre niveau de richesse au niveau de nos dépenses de retraite. Pour répondre quand même... On a le même problème sur les retraites nettes et les salaires nets, c'est-à-dire qu'ils sont trop faibles dans les deux cas. Des retraites nettes et les salaires nets, parce qu'il faut payer toutes ces cotisations. Juste deux précisions quand même sur les questions du biais cognitif, si on peut dire, et puis de la redistribution. Biais cognitif, quand on regarde les évolutions du pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages sur les dernières années, il a augmenté. C'est pas mal.
C'est pas mal. On n'arrête pas d'entendre de partout, Gilbert, je vous coupe, mais que le pouvoir d'achat n'a pas rattrapé la crise inflationniste qu'on a connue en 2022-2023. L'INSEE nous dit... C'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Et on est là pour rappeler les réalités des chiffres rien que ici. Sur l'année 2024, sur la seule année 2024, plus de 2,5% de pouvoir d'achat du revenu disponible pour des ménages. C'est supérieur à l'inflation. Supérieur à l'inflation. Et c'est en réel, hein. C'est en réel. Pouvoir d'achat, l'acquis pour 2025 est déjà de 1% à la fin du deuxième trimestre. Donc, les ménages connaissent une hausse du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Bon, normalement, les hausses de pouvoir d'achat doivent être financées par les gains de productivité. Ils sont atones en ce moment, en France. Là, c'est financé autrement. Et ce autrement, justement, pose problème. Je dirais quand même... C'est-à-dire financer autrement. Si c'est pas financé par la création de richesses, comment ces salaires sont financés? C'est financé par l'endettement. Donc si je résume, ce que vous êtes en train de nous dire, Gilbert Sette, c'est que la France vit en première classe avec un moteur de seconde et troisième classe. Et juste un point sur la redistribution. C'est très dur de comparer la redistribution d'un pays à un autre. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est deux choses. Première chose, le constat qui est avancé par beaucoup d'intervenants dans le débat public sur la taxe Zuckman, le constat d'une très forte taxation des bas revenus et d'une très faible taxation des hauts revenus est très contestable. Très contestable, pourquoi? Parce que pour calculer la taxation des bas revenus, on prend les revenus primaires, on ne prend pas en compte les prestations. Et quand on prend en compte les prestations, ça change beaucoup. La taxation des bas revenus est sacrément abaissée. Ils sont bénéficiaires nets. Absolument. Et du côté... 60% des Français sont bénéficiaires nets du système. Et du côté des hauts revenus, il y a aussi quelques biais statistiques. On peut en citer un, où vous avez évoqué les retraites. Des hauts revenus qui ne vivent que de revenus du capital, eh bien, doivent financer eux-mêmes leurs revenus différés, leurs retraites. Les salariés que nous pouvons être, quand on regarde leur niveau de richesse, on regarde leurs revenus disponibles après les prélèvements retraite, 28% quand même, après les prélèvements retraite qui sont du revenu différé. Donc on compare deux choses qui ne sont pas comparables. Merci de l'expliquer. Dernier élément, l'INSEE nous a montré quand même il y a 2 ans, quand on regarde les inégalités de revenus primaires, le 10e décile est 19 fois au-dessus du premier décile. Avant redistribution. Ça, c'est l'écart entre les 10% des Français les plus riches et les 10% si on prend en compte les plus modestes. La redistribution monétaire, c'est divisé par 2. On passe de 1 à 9. Et si on prend en compte la redistribution non monétaire, on passe de 1 à 3. Il y a une redistribution en France qui est gigantesque. Donc un écart de 20 à simplement 3. Emmanuel Combe et ensuite Guillaume. On revient à ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un inconscient qui est j'ai toujours moins que le voisin. Donc je comprends ce que dit Gilbert, je suis d'accord, hein, il faut le répéter, c'est notre rôle de le répéter. Mais vous pourrez répéter autant que vous voulez que le pouvoir d'achat augmente, on vous dira oui, mais il y a le 0,0001%. Et c'est quelque part là que j'en veux un petit peu à Gabriel Zuckman, parce que c'est un universitaire, donc c'est quelqu'un de sérieux. Moi je suis allé regarder son World Inequality Database. Quand on regarde les chiffres, oui, il y a une légère progression de l'enrichissement des plus riches sur 30 ans. Bon, je crois qu'on passe de 24% à 27%, mais on est bien loin du fameux graphique qui nous a montré, avec une méthodologie quand même très discutable. C'est 10% d'augmentation quand lui dit que la part dans le PIB est passée de 6 à 42%. Il compare des flux avec des stocks, et je trouve qu'il y a une responsabilité pour le coup, en termes d'honnêteté intellectuelle. S'il y a un sujet avec les riches, d'abord, c'est pas le sujet numéro 1 de la France, c'est un sujet de la production, et de 6 sujets il n'est pas de l'ampleur qu'il évoque, en tout cas dans les médias. Et juste un tout petit mot, où on y reviendra après sur la taxe Zuckman, mais je vais peut-être laisser Guillaume réagir. Ce qui est grave, c'est qu'on sent que le martelage permanent qui a lieu là depuis un mois va déboucher sur quelque chose. Probablement pas la taxe Zuckman, mais Gilbert l'a dit, il va y avoir une sorte d'augmentation de la fiscalité. Et donc... Avec ou sans outils professionnels, c'est un peu ça le grand sujet, Guillaume Dard. Le sujet, c'est qu'on dit... peut-être pas avec l'outil professionnel. Zuckman, c'est avec l'outil professionnel, et l'ISF, c'était 100. Alors non, ça n'était pas 100. Parce que si vous prenez des PME familiales où il y a une vingtaine de personnes qui sont actionnaires, parce qu'elle a une histoire, il n'y avait que 2, 3 ou 4 personnes qui étaient exonérées, c'est-à-dire les dirigeants effectifs. Et le fisc était attentif à ce que ce soit bien les dirigeants effectifs. Ce qui faisait que les 17 autres qui payaient l'ISF... La famille, elle finissait par se disputer avec ceux qui restaient dedans, en disant pourquoi c'est vous qui gérez et pas nous. Et qu'on a vu
pendant cette période, on se pose toujours la question de savoir pourquoi le tissu de PME françaises et de TI est tellement inférieur au Mittelstand allemand. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu un nombre incroyable de ventes de PME familiales, parce que ceux qui payaient l'ISF, et donc il faudra être très attentif. Et je vois que M. Crévis est à Paris et dit la France est formidable. Il a acheté des entreprises familiales. Crévis, donc, absolument. Ces entreprises familiales passeront dans des mains internationales et au total, on y perdra. Donc attention à ce piège de dire on enlève l'outil, parce que je ne suis pas sûr qu'on le fasse vraiment. Attention plus aux les cadres, infos. Plus vous êtes cadre chez Total ou ailleurs, vous avez mis votre argent dans l'entreprise, et ben on va vous taxer si vous êtes un cadre qui a réussi. Et ça, et votre épargne salariale. Et donc l'outil de travail, c'est une vision qu'il faut élargir. Attention aux impôts symboles qui parfois peuvent s'avérer anti-économiques et donc abîmer la production de richesse. Absolument.